Ce soir, nous accueillons donc M. Hervé Bernard pour un panorama des recherches énergétiques innovantes en Europe et en France dans le cadre du SET Plan, créé dès 2007 par la Commission européenne. Monsieur Hervé Bernard, vous êtes président de l'EERA, le pilier recherche du SET Plan, dont le CEA est un 10 membres fondateurs. Ayant fait toute votre carrière au CEA depuis 1976, vous avez été de 2000 à 2003 le directeur du centre de Cadarache, posant en 2001 la candidature de ce site pour ITER, puis administrateur général adjoint de 2008 à 2015, et enfin depuis le 1er septembre 2015, vous êtes directeur conseiller spécial de l'administrateur général pour la sécurité nucléaire et la radioprotection, le représentant dans les instances internationales. Comme à l'accoutumée, nous partons avec vous pour 1 heure d'exposé et 1 heure de questions-réponses. En vous remerciant chaleureusement par avance, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci à Christiane de Drevet pour sa ténacité et en particulier sa conviction qui m'a permis d'être aujourd'hui avec vous, parce que nous avions pris de longue date ce rendez-vous, mais ce n'est pas toujours facile à trouver, donc merci à elle. Merci de m'accueillir. Je vais avoir besoin de 2 indulgences de votre part. Vous allez avoir une alternance de transparent en anglais et en français. Donc il va falloir s'adapter. C'est pas le plus difficile, je crois. Le plus difficile, ça va être le langage des signes, ou plutôt le langage des sigles, qui est la tradition bruxelloise. Et comme vous l'avez vu, ma deuxième partie va être essentiellement sur l'ERA, c'est-à-dire quelque chose qui est une émanation, un outil de la Commission européenne. Vous allez malheureusement avoir beaucoup de sigles. J'ai essayé de les expliciter tous, mais vous me pardonnerez si j'en ai oublié quelques-uns. Voilà. Alors mon exposé en 3 parties. Le premier sera sur le contexte de l'énergie, le contexte mondial, européen, français de l'énergie. Évidemment, à 6 semaines de l'ouverture de la COP21, qui sera un moment historique probablement, c'est important d'avoir ces éléments en rappel du contexte. Ma deuxième partie sera sur l'Alliance européenne de recherche sur l'énergie, celle que je préside depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et ma troisième partie sera sur la petite sœur de l'Alliance européenne, qui est l'Alliance française, qui s'appelle Ancre. Donc en 3 parties, voilà les éléments que je voulais, pour préparer ce discours, ces éléments, vous donner quelques éléments. Alors, dans le contexte, je ne vous apprendrai rien en disant que l'énergie est un sujet de controverse permanent. Alors, sur le nucléaire, Fukushima, il faut rappeler que c'est 20 000 morts, dont 2 dans la centrale, mais dû au tsunami. C'est important de le souligner parce que parfois les médias vont un peu vite, ou ont été un peu vite dans le dossier. Sur le pétrole, bien Deepwater Horizon dans le golfe du Nouveau-Mexique, on voit bien 21 milliards d'amendes de British Petroleum, comme ça a été annoncé cette semaine, pas facile. Sur le charbon, la Chine se réjouit de n'avoir eu que 931 morts par accident dans les mines cette année, enfin 2014. C'est moins que les 1000 de 2013, c'est beaucoup moins que les 7000 de 2002. Donc là aussi, controverse. L'éolien, pas dans mon jardin. Vous avez probablement suivi la discussion sur doit-on mettre les éoliennes à 1 km ou à 500 mètres. Les parlementaires ont choisi ces 500 mètres, puisque c'est ce qui est écrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Le solaire, il y a 2 ans, ça valait 200 € le mégawattheure produit. 200. Je lisais encore avant de venir aujourd'hui, moins de 100 en 2015, peut-être 80 € du mégawattheure produit. C'est encore 2 fois plus que le fossile et le nucléaire, qui sont aux alentours de 40, 42 pour le prix de vente du nucléaire, du mégawattheure nucléaire. Alors il y a un petit oubli, c'est l'hydraulique. Puisqu'il y a controverse, beaucoup d'entre nous, qui sommes peut-être un peu plus vieux que la moyenne, se souviennent du barrage de Malpassé en 59, 423 morts. Bon, voilà, donc rien n'est parfait. Et si je voulais paraphraser un peu Georges Brassens, il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'énergie sans risque. Et, à contrario, l'énergie est vitale. Donc je crois qu'on a résumé un petit peu la problématique, mais je ne vous apprends rien dans tous ces éléments. Alors ce contexte énergétique,
Vous avez ici, sur la partie gauche, donc en mégatep, en tonnes d'équivalent pétrole, donc, ce qui est la demande mondiale et la contribution de chacune des sources d'énergie. On voit très clairement que la partie fossile représente encore, on ne va pas chipoter, on est dans les 3/4 de la production. Donc le charbon, c'est la zone basse, le pétrole au-dessus, le gaz en jaune au-dessus, donc c'est à peu près 3/4 de combustibles fossiles qui contribuent à l'énergie primaire. Le reste, c'est 1/4, c'est l'hydraulique, le nucléaire, les renouvelables en général. Et vous voyez que sur la prévision de l'Agence internationale de l'énergie, donc prévision de 2013, relativement récente, on voit que ça ne va pas changer fondamentalement les choses. On reste peut-être de 75% à 3/4 à 2/3, mais on ne change pas radicalement, en tout cas, les éléments de stratégie. Alors qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est la courbe de droite, c'est la population mondiale. Donc vous voyez, on est sur la partie bleue, là, donc on est à peu près à ce point-là. Et là, si on ne fait rien et tout se passe comme d'habitude, on est sur quelque chose d'exponentiel, qui monte très vite. L'espoir de réduire la population mondiale, on espère que ce ne sera pas grâce ou à cause des guerres. Donc, et on est plutôt sur du réalisme, qui est la courbe jaune, qui fait que nous passerons à peu près de 7 milliards dans les années 2010 à entre 9 et 10 milliards dans les années 2050. Donc cette augmentation de la population, elle est un fait acquis et non discuté aujourd'hui. Alors, que consomment tous ces différents pays? Vous avez ici un bar graphe où vous avez la consommation d'énergie en tonnes d'équivalent pétrole par habitant, et en sélectionnant quelques grandes nations ou agglomérats de nations. Donc vous voyez que les deux premiers, entre l'Inde et la Chine, ça représente à eux deux un tiers de la population mondiale, respectivement 1,2 milliard d'habitants, 1,4 pour la Chine. Donc ça fait à peu près un tiers de la population. Vous voyez aussi que la Chine est à peu près la valeur moyenne mondiale de consommation d'énergie, à peu près à 2 tonnes d'équivalent pétrole par habitant. Le monde est à peu près à 1,9. C'est 2 fois moins que les pays de l'OCDE, donc, mais ça reste une valeur moyenne mondiale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Chine, 8 ans auparavant, était à 1,3. Et qu'en 8 ans, elle a augmenté de 50% la consommation par habitant, par tête d'habitant, donc depuis ce que l'on a appelé le réveil de la Chine ou l'éveil de la Chine. Vous voyez aussi que l'Inde, qui a la même population, n'a pas subi, en fait, en tout cas, on n'a pas constaté une augmentation importante de cette consommation d'énergie. Elle reste assez stabilisée aux alentours de 0,6. Alors, si on fait un calcul rapide, là aussi tout à fait théorique, en disant la valeur moyenne pour le bien-être de la population doit se situer aux alentours de 2,5 tonnes d'équivalent pétrole par an et par personne, vous voyez qu'en 2050, ça fait une augmentation importante de la production d'énergie nécessaire pour satisfaire ce bien-être, on va dire. 75%, donc ça veut dire que la demande en énergie va augmenter. Et je dirais cela quoi qu'on fasse. J'y reviendrai après. Alors justement, il n'y a plus de polémique aujourd'hui entre le fait qu'il y a une très forte augmentation de gaz à effet de serre. Là, ici, vous avez la courbe du CO2, mais je pense que vous la connaissez. Vous voyez ce pic radical dans les deux derniers siècles, et que la corrélation avec cette augmentation de la quantité de CO2 avec l'augmentation de la valeur moyenne de la température à la surface de la Terre est claire maintenant, et c'est l'objet en particulier des discussions de la COP21 qui vont démarrer dans 6 semaines. Alors, quels sont les scénarios? Le schéma de dessus donne en gigatonnes de CO2 en fonction des années 1990 jusqu'à 2035, quels sont les scénarios possibles. Si on ne fait rien, on est sur un scénario rouge qui continue à augmenter la quantité de CO2 émis. On a perdu l'espoir donc de réduire aux alentours de 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, qui aurait eu comme simple conséquence d'avoir une augmentation aux alentours de 1,5 degré en moyenne sur la planète. Et on essaye, et en particulier c'est l'objectif de la COP 21,
de stabiliser le système pour être aux alentours d'une augmentation à la fin du siècle, donc en 2100, à peu près de 2 degrés. J'étais hier avec Paul Watkinson, qui est l'un des négociateurs auprès de Laurence Soubiana, donc côté français sur la COP 21, et il me disait que 150 pays ont déjà aujourd'hui, et représentant à peu près 87% des émissions mondiales, donc c'est déjà un poids lourd dans la discussion, ont déjà émis leurs orientations, donc leurs intentions. Alors, on insiste bien, ce ne sont pas des engagements, parce que s'il y avait un engagement, il y aurait des sanctions. Là, on est dans les intentions. Mais il y a donc une prise de conscience mondiale, et en particulier sur les grands acteurs, les grands émetteurs de CO2, donc aujourd'hui. Alors justement, quels sont ces grands émetteurs? Ben, vous avez les 4 premiers ici. Donc vous voyez la Chine, qui est le plus grand émetteur de CO2, donc version 2013, et c'est en gigatonnes de CO2 par an. Vous voyez un peu ce que je vous ai dit précédemment, avec une augmentation extrêmement radicale, ici, parce que la Chine est devenue l'usine du monde. Donc, et la conséquence, c'est que, comme elle a beaucoup de charbon et qu'elle est obligée d'avoir de l'énergie, elle utilise le charbon et elle émet beaucoup plus de CO2 qu'auparavant. Vous voyez qu'à l'inverse, le troisième ou quatrième, ça dépend si on compte l'Europe comme un seul pays. J'ai plutôt tendance à dire que ce n'est pas un seul pays, mais c'est bien une communauté. Mais l'Inde bouge relativement peu. Si l'Inde s'éveille, effectivement, on peut avoir des valeurs beaucoup plus élevées aussi dans le futur. C'est donc important de savoir ce que seront les stratégies dans le futur vis-à-vis des émissions de CO2 de ces 2 grands pays. Les États-Unis restent plutôt dans une valeur moyenne stable. L'Europe fait tous ses efforts pour descendre. Donc voilà globalement les choses. Ces 4 contributeurs représentent, comme vous le voyez, 58% des émissions sur la planète. Donc ce sont les acteurs majeurs dans le dossier. Alors que peut-on faire pour essayer de réduire les émissions de CO2? Bon, c'est assez simple, le bar graphe est clair aussi. En fonction de la source d'énergie, vous avez ici en grammes de CO2 par kilowattheure produit, la quantité de CO2 qui est produite dans les différentes technologies. Alors tous les fossiles, c'est les grandes barres, donc c'est les plus mauvais, en clair, c'est les plus gros émetteurs de CO2. Le pire d'entre tous étant le lignite qui est un charbon de basse qualité, que les Allemands utilisent beaucoup, puisque c'est ça qu'ils ont sur leur territoire. Donc 1200, il faut retenir le chiffre 1200 grammes de CO2 par kilowattheure. Le charbon classique est plutôt à 1000, le pétrole est à 800, et le meilleur de tous les fossiles, c'est le gaz, qui est à 2 fois moins que le pétrole, 400. Donc on voit que c'est l'intérêt de plutôt focaliser vers le gaz par rapport au lignite est évident vis-à-vis du seul critère émission de CO2. Tous les autres, hydraulique, nucléaire, éolien, solaire et autres géothermie, on est dans la valeur très très basse, donc c'est des énergies à privilégier vis-à-vis du critère des émissions de CO2. Alors si je focalise un peu plus sur l'Europe, quel est le bilan aujourd'hui? L'Europe utilise 80% de combustibles fossiles pour produire son énergie. 80%. Donc on est dans la valeur moyenne mondiale, qui était un des premiers schémas que je vous ai montré. Alors là, j'ai sélectionné 4 pays, 4 grands pays, en tout cas caractéristiques. Bon, vous voyez le nucléaire en bleu, on voit très bien qu'il y a un pays qui en a beaucoup plus que les autres, bon, vous l'avez repéré facilement. Charbon et gaz, donc fossiles, on voit que la Grande-Bretagne l'utilise beaucoup, que les Pays-Bas n'utilisent pratiquement que ça, et que l'Allemagne a aussi une très forte proportion de charbon et de gaz. Et puis le renouvelable, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On voit que l'Allemagne fait des progrès dans ce domaine, mais ça reste quand même relativement petit en termes de contribution par rapport au reste des autres sources d'énergie. Alors vous vous souvenez peut-être que l'Europe a une stratégie dans ce domaine. Ça s'est appelé à un moment le 3x20 en 2020, donc, qui a été revu en termes de stratégie et qui a été revu à l'aune de l'année 2014 sur ce qu'on appelle le paquet énergie-climat et qui a fixé les objectifs de 2030, où la France s'inscrit évidemment dans ces objectifs. Et là, c'est plus 20-20-20, suivant les 3 cases vertes en bas, mais c'est 27, 40 et 27, c'est-à-dire 27% de réduction de consommation finale d'énergie primaire, une réduction de 40% des gaz à effet de serre par rapport à 1990, la référence est restée la même, donc, et puis essayer de monter la part des renouvelables, là, cette fois à 27%.
Donc voilà, globalement, côté européen, la stratégie existe, elle est connue, elle est suivie par l'ensemble des pays. Si je focalise un peu plus sur la France, c'est comment consomme-t-on? On consomme cette énergie primaire, vous voyez, une petite moitié en électricité, 44%. Un petit tiers en pétrole. Et une fois qu'on a dit ça, on a fait pratiquement rempli la grosse moitié du camembert, c'est-à-dire que l'électricité et le pétrole sont les deux éléments les plus structurants dans notre consommation d'énergie primaire. Où consomme-t-on? Essentiellement dans le résidentiel, c'est-à-dire les maisons, nos bureaux, les chauffages, qui sont à l'intérieur, pour une large part, 42%. 29% à peu près, c'est les transports, c'est donc nos voitures, donc essentiellement. Mais vous voyez que l'industrie, une part, certes existante, mais pas très lourde en fait, 19%. Donc on considère que l'industrie a déjà fait pas mal d'efforts dans ce domaine, donc sur la réduction de consommation d'énergie. Alors dans le nota bene qui est en bas de ce slide, c'est la comparaison par rapport aux 80% moyens venant du fossile pour l'Europe et globalement le monde. La France est quand même parmi les meilleurs, puisque nous c'est que 50%, mais c'est encore 50%. Donc d'énergie fossile qui sont nécessaires, enfin combustibles fossiles qui sont nécessaires pour produire notre énergie. Alors tout le monde a en tête la loi transition énergétique pour la croissance verte qui vient d'être promulguée mi-août. Donc voilà les chiffres, je m'en tiens, je ne vais pas la présenter évidemment ici, mais je donne quelques chiffres puisque je les ai donnés précédemment. Donc le premier d'entre eux, réduction de 50% de la consommation finale d'énergie primaire en 2050. Quel est le moyen d'y arriver? C'est l'efficacité énergétique, c'est aussi la sobriété énergétique. Sobriété au sens aussi d'économie, qu'elle soit verte ou économie tout court. Là, j'ai mis 3 petites photos qui explicitent un peu ce que l'on peut faire. Ici, ce sont ce qu'on appelle les smart house, en français, les maisons intelligentes, les maisons qui permettent de faire des choses pour économiser à notre place et en le faisant automatiquement. Ça, c'est le site de notre Institut national de l'énergie solaire, donc du CEA à Chambéry. Ici, vous avez une ombrière solaire, c'est-à-dire que vous avez des panneaux solaires au-dessus qui directement viennent alimenter la batterie de vos voitures. Donc voilà aussi des expériences qui vont dans le bon sens. Et puis, ce qui peut très bien marcher aussi, surtout quand on a des énergies renouvelables variables en termes de production, c'est ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire le réseau intelligent qui va savoir à quel moment aller chercher l'électricité là où elle est, et ne pas aller la chercher là où elle n'est pas. Donc voilà un peu les moyens pour arriver à ce 50% de réduction de consommation. Sur les 3 autres objectifs, la réduction de gaz à effet de serre, donc 40% en 2030, la loi dit 75% en 2050. Alors 75% en 2050, par la suite, je dirais, par un raccourci qui est connu de tous les spécialistes maintenant, c'est réduction d'un facteur 4. Voilà, c'est 75% de moins en 2050. La réduction de 30% des combustibles fossiles en 2030, et puis une part d'énergie renouvelable qui pourrait augmenter à 32% en 2030. Et là, vous voyez, toutes ces flèches convergent vers un bloc unique qui est le nucléaire et le renouvelable. Il n'y a pas le ou, il y a bien la complémentarité totale des deux éléments. C'est les 2 piliers du mix énergétique français. Alors, on parle d'énergie renouvelable variable, parce que dans le langage français, certains utilisaient le mot intermittent. On comprend ce que veut dire intermittent. Mais c'est compris comme péjoratif par certains. Donc on utilise le mot variable, il paraît que c'est plus neutre. Donc voilà, je vous livre la variabilité à votre goût. Quant à l'énergie nucléaire, vous savez qu'elle a été capée, c'est-à-dire qu'elle a été limitée en production maximale à la valeur actuelle installée, donc 63,2 gigawatts électriques. Et puis, comme la demande en énergie électrique va augmenter, eh bien la part du nucléaire va mécaniquement, mathématiquement, décroître de 75% à 50%. Alors certains, en particulier à l'étranger, nous en parlions juste avant que je me démarre, ont compris que nous faisions machine arrière sur le nucléaire. Ce chiffre a été très très mal compris.
Et je ne cesse moi-même de le réexpliquer à tous mes interlocuteurs étrangers pour dire non, c'est simplement parce que non, on a une demande plus forte et que mécaniquement la part décroît. Mais on va toujours continuer à produire la même quantité d'énergie nucléaire en France. Alors juste pour là aussi donner les ordres de grandeur, vous savez que le parc nucléaire français avec ses 58 réacteurs, c'est le deuxième parc au monde. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de rattraper vite, hein, mais on va voir. Et le premier, c'est le parc américain, 104 réacteurs. Mais aux États-Unis, le nucléaire ne représente que 20% de l'énergie. Nous, on est à 75 et bientôt peut-être à 50. Donc, de l'électricité. De l'électricité, bien sûr. Vous mélangez un peu thermique et électricité. Pas du tout. Je ne fais que l'électricité. Vous précisez parce que souvent c'est une confusion. Hein. Excusez-moi. Là, c'est bien écrit. Hein. Je quitte ce contexte pour passer sur la partie donc Europe et pour rappeler aussi que donc on dispose d'un cadre politique européen qui est au travers de ce qui est écrit, le Strategic Energy Technology Plan, donc le SET Plan, donc, et qui a été acté, signé, mis en place d'une part par la Commission européenne, mais aussi par les États membres, hein, nous sommes partie prenante. Il y a un comité de pilotage dans lequel les États membres donc, peuvent modifier, orienter, contrôler, reporter, etc. Nous avons 2 représentants français dans ce comité de pilotage. Un du ministère de la Recherche et un autre du ministère de l'Énergie. Ça s'appuie sur à la fois de la recherche et développement, donc au travers d'organismes et d'universités, c'est ce que je développerai après, hein, en particulier les programmes conjoints de l'Alliance que je préside, et ensuite sur les démonstrations et déploiements, essentiellement sur la part industrie, donc, et avec quelque chose qui a changé de nom entre-temps, entre l'annonce de mon intervention aujourd'hui et maintenant, ce n'est plus les European Industrial Initiatives, c'est les European Technology and Innovation Platform. Je schématise, je donnerai quelques éléments complémentaires après. Alors l'ERA. L'ERA a été fondée en 2008, donc dans le droit fil de la mise en place du SET Plan en 2007. Elle a un statut d'AISBL, peu importe, c'est un statut type loi 1901 française, mais de droit belge. Donc c'est un but non lucratif. Et ces statuts ont été déposés en 2014, donc 6 ans après la mise en place, la création de cela. Pourquoi a-t-on monté un statut officiel? Tout simplement pour obtenir plus facilement les crédits venant de la Commission européenne. Parce que vous verrez dans la fin de ce diapo qu'il y a un point important sur l'ERA. C'est l'alliance donc des instituts de recherche et des universités qui sont leaders dans la technologie de l'énergie en Europe. On a 163 membres qui couvrent 26 pays. Donc ce n'est pas toute l'Europe, mais c'est une très grande partie. L'objectif, accélérer le développement des nouvelles technologies pour l'énergie. Donc dans nouvelles technologies de l'énergie, je vais le développer après, mais on y trouve tout type d'énergie. Peut-être un peu moins de fossiles, mais aussi du fossile. Comment on travaille? On met en place des programmes conjoints, je vais les lister pour développer nos différentes priorités. Et le but, c'est que ces programmes conjoints, on puisse progressivement, alors ça peut être un rêve, hein, mais aligner les politiques des différents États membres vers une politique unique européenne. En tout cas, vers un financement unique. Et l'ERA a finalement 2 objectifs, c'est conseiller les gouvernements nationaux et la Commission européenne, donc sur les politiques de recherche et dans le domaine des énergies bas carbone, mais surtout être aussi un acteur majeur de la recherche. C'est-à-dire que l'ERA fait de la recherche. Ce n'est pas uniquement un club qui réfléchit avec des experts et donne un conseil sur une stratégie à mener. Il fait aussi la recherche. Alors l'ERA a démarré, comme Christiane Drevet l'a dit, en 2008 par 10 pays fondateurs. Puis progressivement, on est monté aux 26 pays. Alors peu importe les couleurs, vous voyez en couleur un peu plus sombre, allant du rouge à l'orange, les pays qui contribuent le plus par le nombre de chercheurs qui sont mis à disposition. Donc vous voyez l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, donc les pays les plus contributeurs. Au total, ça fait plus de 3000 chercheurs qui travaillent dans ce domaine des énergies, des technologies énergie bas carbone. Pardon. Alors 160 organismes, vous voyez bien, c'est pas gérable.
en tout cas pas autour d'une même table. Donc on a mis en place une gouvernance très simple, assez carrée, je vais dire, pas plus de 15 personnes autour de la table, donc 15 représentants. Et cet executive committee, donc comité exécutif, EXCO, donc a été mis en place en disant il n'y a qu'un seul représentant par pays. Et ce représentant, comment on le choisit? Le critère, c'est celui qui fournit le plus de chercheurs dans les différents programmes conjoints. Donc il y a d'autres critères, mais c'est le critère principal. Donc vous voyez qu'en France, c'est le CEA, donc talonné rapidement par le CNRS, hein, on est vraiment les deux contributeurs majeurs dans ces technologies. Et vous voyez d'autres pays, qu'est-ce que je peux dire, en Finlande, le VTT, qui est très connu. En Allemagne, ce sont l'association des Helmholtz, donc, avec une rotation qu'ils ont mis en place tous les 2 ans, ils changent de laboratoire. Il y a le CIEMAT espagnol, LNEG au Portugal, etc. Donc on a une gouvernance qui est réellement opérationnelle dans ce sens. Alors justement, quelle est la position de l'ERA dans la chaîne de l'innovation? Parce qu'elle est très vaste. Je pense que certains d'entre vous sont familiers avec ce qu'on appelle les TRL, hein, donc les Technology Readiness Level, c'est-à-dire les niveaux de maturité technologique. Alors ça va globalement de 1 à 9. De 2 à 5, on reste dans le laboratoire. À 1, on est plutôt en recherche fondamentale. De 2 à 5, le laboratoire. Et dès qu'on est au-delà de 5, on est dans des démonstrateurs qui sont soit des pilotes industriels, soit vraiment une plateforme industrielle, hein, avant d'avoir, au-delà de 9, le matériau que l'on vend sur le marché commercial. Donc voilà les éléments. Et vous voyez où se situe l'ERA. L'ERA est un focus spécialement entre 2 et 5, c'est-à-dire que l'ERA reste essentiellement dans le laboratoire, ou sur une petite plateforme, mais pas une plateforme industrielle. Alors, elle bénéficie, grâce aux universités qui sont intégrées dans l'Alliance, aussi de tout l'apport des TRL bas, c'est-à-dire essentiellement des thésards, qui font des recherches concrètes, donc, et un peu plus théoriques, un peu moins loin du marché. Voilà. Et le lien est aussi avec les industries, mais par ailleurs. Merci. Alors là, vous avez le cœur de notre activité. Donc c'est effectivement les 16 programmes conjoints, et j'ai mis +1 parce que nous avons en ce moment un projet d'un nouveau programme conjoint. Alors c'est relativement simple, c'est en 3 parties. Il y a des programmes conjoints qui sont sur les matériaux. Donc vous voyez, il y en a 2 essentiellement. On va commencer par le plus gros, c'est les matériaux avancés et les procédés avancés, donc pour une application énergétique. Donc là, c'est relativement vaste, hein, ça va aussi bien du matériau de la pale d'une éolienne jusqu'à la pale d'une hydrolienne, et en passant par plein de composants dont on a besoin de développer dans les piles à combustible ou des choses comme ça. Il y a les matériaux pour le nucléaire. Donc le nucléaire, il faut bien retenir, n'est pas exempt de la recherche dans le domaine européen. Certes, il n'a pas une place de choix où on le met en avant, mais il n'est pas interdit à l'intérieur de la recherche européenne. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui sont les technologies, c'est ce qu'on appelle les silos. Donc vous reconnaissez ici que les principales technologies, la bioénergie, la géothermie, le vent, le solaire à concentration, le solaire photovoltaïque, le tout petit ici qui n'est peut-être pas visible au fond, c'est Océan Énergie, c'est la marine, l'hydrogène et les piles à combustible, et puis pour le plaisir, j'ai mis ici le gaz de schiste. Alors le gaz de schiste, nous sommes en France, vous savez que c'est quelque chose, on a du mal à utiliser ce mot-là, gaz de schiste. Nous l'utilisons, et nous avons des chercheurs, vous voyez, c'est proportionnel, la taille de la bulle est proportionnelle au nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine. Vous voyez que c'est pas ridicule, le gaz de schiste. Voilà. Donc ça, c'est les technologies. Et puis après, il y a les systèmes. Alors, à 2 niveaux. Le stockage de l'énergie, donc, qui est un enjeu fort, comme vous le savez. Et ici aussi, la capture du CO2, le stockage. Et on va changer le titre un peu, et reuse, et aussi l'utilisation du CO2. Parce que le stockage est une idée, mais si on pouvait en plus réutiliser le CO2 pour en faire autre chose, c'est quand même quelque chose d'encore plus performant.
Enfin, sur les systèmes, donc on a les systèmes intelligents, en anglais smart grids, vous avez les villes intelligentes, bon, donc c'est les villes connectées, etc. Donc ça c'est aussi un point important. Donc on reste dans des domaines très globaux. Je passe à l'efficacité énergétique dans les procédés industriels. Vous avez compris que ce n'est pas forcément quelque chose où on peut faire encore beaucoup de progrès, mais il y a une réflexion et on n'est pas à l'abri d'avoir des ruptures technologiques pour essayer de gagner en efficacité énergétique dans certains procédés industriels. Donc on est assez focalisé en tout cas sur ces dossiers. Et puis enfin, et c'est pas de peu, hein, c'est regarder les aspects transversaux, c'est-à-dire les aspects économiques, environnementaux et sociétaux en termes d'impact. C'est quelque chose qui, évidemment, est complémentaire et transversal par rapport aux technologies, aux matériaux et aux différents systèmes. Alors celui qui sera lancé probablement dans l'année 2016, c'est celui ici, qui est l'intégration des systèmes énergétiques. C'est très simple, hein. Comment on associe l'hydraulique, le renouvelable, l'éolien avec du nucléaire, le tout avec du stockage de l'énergie, etc. Donc c'est le système complet d'intégration qui permet d'avoir une disponibilité forte vis-à-vis de l'énergie. Donc voilà la structure de fonctionnement de l'ERA. Alors, comment travaille-t-on? Comment a-t-on travaillé depuis le début? Il est clair que faire travailler 3000 chercheurs par groupe d'à peu près, hein, vous voyez, il y a 16 groupes programmes conjoints, c'est de l'ordre de grandeur 100 à 200 personnes, 100 à 200 chercheurs par programme conjoint. Qu'est-ce que l'on fait quand on ne se connaît pas? On échange de l'info, on échange du personnel, souvent des jeunes, hein, des thésards ou des stagiaires ou des choses comme ça pour se connaître. On essaye après de partager les installations, parce que dans ces installations, il y a des installations lourdes. Je vous montrerai quelques exemples après dans un exemple précis. Il y a des installations lourdes, et je ne parle pas du nucléaire, je parle aussi dans le solaire ou même l'éolien. Et puis le troisième objectif, c'est d'avoir une stratégie partagée, donc où on va aborder toutes les questions de recherche, mais en mettant tout sur la table, et en se mettant d'accord sur le qui fait quoi, et aussi de partager tous les résultats. C'est un point important. Alors, il y a un autre objectif que l'on s'est fixé, parce qu'on s'est aperçu rapidement, une fois qu'on a commencé à se connaître, qu'il y avait des duplications. Et aussi bien, on peut dupliquer des installations dans le solaire à concentration dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de la France, voire dans le sud de l'Allemagne. Oui, le solaire, c'est toujours dans le sud de quelque chose. Alors c'est vrai que le sud de la Belgique, c'est pas forcément, ça représente le nord de la France, mais bon, le solaire, c'est toujours au sud. Voilà. Et construire ensemble des nouvelles installations. Alors, si on revient sur qu'est-ce qu'apporte l'ERA, parce qu'il faut que ça serve à quelque chose, sinon c'est pas très important, ce qu'on s'est aperçu, c'est que nos programmes conjoints démarrent tous à cette marche d'escalier-là, où on commence à échanger de l'information et des connaissances. Et que nos 16 programmes conjoints, après, je ne vais pas dire 7 ans de fonctionnement, parce que tous n'ont pas été lancés le premier jour, mais en tout cas après quelques années, ils sont arrivés ici, à collaborer sur des agendas communs de recherche, c'est-à-dire qu'on décide ensemble de ce que l'on va faire et de partager tous les éléments que nous avons. Il y a une troisième étape, et très honnêtement, nous n'en sommes pas là, c'est vraiment d'avoir une stratégie partagée, c'est-à-dire que les différents pays se mettent d'accord pour faire tel ou tel programme de recherche ensemble. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Alors, c'est plus facile quand on est technologie par technologie. Il est clair que si on prend une technologie comme le nucléaire, on ne va pas demander à nos amis allemands de venir travailler avec nous. C'est difficile pour eux. A contrario, si on se met sur le solaire, on va trouver beaucoup de pays pour venir travailler avec nous. Surtout avec l'idée que derrière, on pourrait fabriquer nous-mêmes, en Europe, nos panneaux solaires plutôt qu'aller les acheter outre-Asie. Donc, c'est ces éléments-là qui peuvent être importants. Alors je reviens sur là où on se positionne et par rapport au financement, parce que toutes ces recherches ont besoin de financement. Et là, je vous ai positionné dans l'échelle des TRL, là, donc les instruments communautaires.
et jusqu'à fin 2015, puisque le programme conjoint, le Framework Programme 7, donc le FP7, se termine à la fin de cette année, et le prochain, qui s'appelle Horizon 2020, H2020, va démarrer en 2016. Et vous voyez qu'il y avait un certain nombre de financements sur l'activité ici, entre des TRL entre 2 et 7 en particulier, sur l'énergie, sur les technologies de communication et d'information et sur les nanomatériaux. Ici, dans les parties très théoriques, on a le support, je dirais, aux universités sur les activités essentiellement de doctorat. Donc, une mobilité dite Marie Curie qui permet d'échanger des chercheurs et donc avec un financement européen. Et puis un financement relativement modeste, en tout cas, d'infrastructures de l'énergie dans ce domaine. Et puis un autre outil de la Commission européenne qui est ce qu'on appelle la Knowledge Innovation Community, la communauté de la connaissance et de l'innovation, spécialement dédiée à l'énergie et qui lance des projets d'innovation. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette KIC InnoEnergy a un budget de 80 millions par an. Donc c'est pas ridicule par rapport à les activités qu'on peut avoir. Et puis enfin, il y a une initiative technologique qui s'appelle l'hydrogène et puis la combustible. Le nouveau programme qui va être lancé l'an prochain a modifié un peu les choses. Donc vous voyez, on retrouve globalement ces grandes infrastructures, la KIC InnoEnergy, mais l'Europe, la Commission européenne, maintenant, se définit par des défis. Et ces défis, le plan Juncker a demandé à ce qu'ils soient plus portés vers le bout, le fin de la chaîne d'innovation, c'est-à-dire plus près du marché, et un peu moins du côté des recherches moins appliquées, je veux dire. Et donc finalement, l'ERA va se positionner à cet endroit-là, donc en appui par rapport à ces différents défis qui sont ici, et en lien donc par rapport au reste. Donc on a une place qui est maintenant complètement définie, admise, et un des outils majeurs pour la Commission européenne pour développer, accélérer donc les technologies bas carbone. Alors, puisque je parle de financement, il faut savoir, là vous avez en vertical, c'est pas très lisible, mais c'est les 16 programmes conjoints que j'évoquais. Donc, c'est essentiellement les pays qui adhèrent à ces programmes conjoints qui apportent l'argent de leurs organismes de recherche. En clair, quand le CNRS vient, c'est avec l'argent de la subvention d'État. Quand le CEA y va, c'est aussi avec l'argent de la subvention d'État. Mais la Commission européenne a donné sur 5 programmes qu'elle considérait essentiels, donc de l'argent à hauteur de à peu près 2,5 millions d'euros par an, donc sur les 5 IRP, donc programmes de recherche intégrée. Donc, et vous y voyez donc le solaire à concentration, donc ici, les matériaux pour le nucléaire, le photovoltaïque, les réseaux intelligents et l'éolien. Donc ça, c'est ce qui aujourd'hui est donné au niveau de la Commission. Alors ça représente à peu près 10 à 20% du montant de financement du projet. Alors qu'a-t-on fait avec non seulement cet argent, mais aussi depuis 8 ans? Eh bien, vous avez ici des résultats concrets sur les projets de l'Union européenne et ce que les membres de l'ERA, c'est-à-dire les partenaires, ont pu représenter. Donc vous voyez qu'ils ont participé à 89% de tous les projets énergie du programme précédent, du FP7 de l'Europe, que sur ces 89%, il y en a la moitié qui ont été coordonnés par nos membres, donc 40%, donc c'est important. Bon, sur les fonds, c'est le cas. Sur la partie lien avec l'industrie, parce que c'est un élément important, on peut chercher pour se faire plaisir. Le but n'est pas là. Le but de l'Alliance, c'est vraiment de trouver de nouvelles technologies ou d'adapter les technologies existantes pour être applicables à bon coût et rapidement en Europe. Donc on participe avec l'industrie donc aux European Industrial Initiative, donc aux initiatives industrielles, où là il n'y a que les industriels dans ces domaines. Donc on est représenté dans toutes. Je vais passer sur quelques autres faits marquants.
Simplement pour dire qu'on va aussi bien aider à consolider une feuille de route européenne, et donc on est dans le rôle de conseil, on est dans le rôle d'acteur financier pour orienter les choix sur les matériaux nucléaires, par exemple. Là, il y a eu on est en train de lancer 10 projets qui sont financés et où les organismes vont pouvoir répondre et seront financés pour la réalisation de programmes. Sur les réseaux intelligents, eh bien, on est le centre d'excellence où l'Europe vient nous poser des questions sur ce qu'on doit faire, mais pas que l'Europe, aussi les industriels. Voilà, donc quelques éléments, je ne rentre pas dans le détail, mais simplement vous donner un exemple. Alors je suis désolé, il sera que en anglais, et il y a beaucoup de sigles. Mais je voulais simplement vous donner l'idée générale d'un programme conjoint. Ici, c'est un programme qui est CSP, donc qui est Concentrated Solar Program, donc le programme de solaire à concentration, et qui bénéficie d'un financement à 2,5 millions d'euros complémentaire, donc par la Commission européenne, et que le financement ça s'appelle pour Solar Thermal Electricity. Donc là, ça veut bien dire électricité d'origine solaire thermique. Donc voilà l'objectif. Et là, j'ai extrait directement d'une revue qui a eu lieu en juillet. Donc, le coordonnateur est un ingénieur du CIEMAT espagnol. Donc le CIEMAT, c'est l'équivalent du CEA espagnol, hein, un peu plus petit, mais l'équivalent. Et il est à la fois coordonnateur du programme intégré européen et coordonnateur du programme conjoint de l'ERA, de notre alliance. Donc il y a bien cohésion totale dans le domaine. Pour vous donner une idée, il y a un certain nombre de participants. Ça a assez peu d'intérêt de rentrer dans le détail, mais vous y voyez, simplement, puisqu'on est en France, on voit le CNRS a mis 7,5 personnes sur le sujet. Le CEA en a mis 8. Voilà. Les premiers, vous voyez, le CIEMAT espagnol en a mis 14. Voilà, et c'est des participants globaux. Si je fais la somme, parce qu'il y a une somme, on est à peu près à 150 personnes donc, qui travaillent sur le solaire à concentration, avec, vous voyez, une variété de pays et d'intervenants de bon niveau. Donc, dans ce sens, c'est quelque chose où les gens ont appris à connaître les différentes organisations et partager, en fait, les différents rôles. Alors, il faut s'organiser. Quand on est un certain nombre de pays comme ça, il faut s'organiser. Donc il y a ce qu'on appelle des work packages, c'est-à-dire des programmes de travail. Il y en a 12. Les 6 premiers, il faut retenir, c'est de la coordination essentiellement. Donc c'est quelque chose où on ne fait pas du travail technique. On va essentiellement essayer de se retrouver pour définir un travail ensemble, avoir une relation avec l'industrie, savoir comment on va pouvoir monter les coopérations de recherche. Et vous voyez ici, il y a des responsabilités définies. Clairement, c'est les organismes qui sont en charge. Le CEA, pour le citer, puisque je suis au CEA, s'intéresse et aide à la relation avec l'industrie dans ces domaines. Et les Allemands sont plutôt dans les coopérations internationales. Donc hors Europe. Hein. International veut dire hors Europe dans ce cas précis. Et puis les 6 autres sont beaucoup plus techniques. Et là, c'est cela que je vais simplement illustrer. C'est les domaines vraiment où on va faire de la recherche ensemble. Donc le stockage de l'énergie thermique, les matériaux des récepteurs solaires, les combustibles thermodynamiques. Est-ce qu'on peut utiliser le solaire pour pouvoir faire désaliniser l'eau, hein, voilà. Et puis après, 2 autres techniques totalement opposées, c'est-à-dire la concentration par des lignes, en linéaire, ou au contraire, sur une tour, comme à Odeyo, puisqu'on est en version française. Et vous voyez les responsables, les coordinateurs. Alors quelques exemples là de comment on rentre dans ces différents programmes. Donc là vous avez ici des thématiques sur le stockage de l'énergie thermique. Et vous avez un exemple d'une installation qui a été montée donc en Espagne, au sud du côté d'Almeria. Donc on voit un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais simplement pour vous illustrer que vous ayez quelques éléments de comparaison. Le 8e programme, il est surtout sur les receveurs solaires, donc savoir comment on peut avoir une technologie qui peut fonctionner dans le désert sans être obligé d'être en permanence en train de le nettoyer pour enlever le sable qui est dessus. Vous
Voilà typiquement le genre de choses qui sont développées. Troisième point aussi, c'est là pour des cycles thermochimiques, savoir si les combustibles solaires peuvent donner des éléments dans ce domaine. Voilà un troisième exemple. Voilà encore ensuite trois autres exemples. Donc sur le fait d'enlever le sel de l'eau de mer, voilà des techniques qui ont été mises en place avec des expérimentations que je qualifierais de laboratoire un peu évolué, hein, c'est-à-dire qu'on est là sur un TRL entre 5 et 6, typiquement. Vous avez aussi ce que j'évoquais, le linéaire, c'est-à-dire là c'est une photographie de la plateforme solaire expérimentale qui est à Almeria, donc en Espagne. Donc là on teste beaucoup de choses hein, de façon concrète, y compris les éléments, les panneaux solaires de formes plus ou moins différentes. Et vous avez dans le schéma inverse donc le système qui focalise sur un point et qui chauffe en fait le haut d'une tour avec les matériaux qui vont bien pour pouvoir stocker l'énergie. Par exemple, nous avons obtenu une production d'électricité continue grâce à cette dernière technique, en utilisant le soleil dans la journée, le stockant la nuit, mais le stockage la nuit permet de continuer à produire l'électricité comme le jour. Voilà typiquement le genre d'exemple d'examen de résultats concrets que nous avons. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est très structuré, on sait qui fait quoi dans les programmes techniques, et en particulier, nos programmes entre l'Alliance et la partie de programme européen subventionné par l'Europe, donc, est bien le miroir, les deux sont bien en totale cohérence, c'est-à-dire que le travail technique est le même. Simplement, la partie européenne demande d'avoir un peu plus aussi de coordination en termes d'activités supplémentaires. Voilà un exemple, et je vous promets, il y a moins de sigles après, donc ça devrait être plus lisible. Donc j'en viens maintenant au contexte politique européen. Il a changé depuis le début de ce mois de septembre. Donc depuis un peu plus d'un an, il y a eu une feuille de route intégrée qui a été construite d'ailleurs avec des membres de notre alliance hein, et des pays membres. Donc on a un document qui est très épais, qui est suivi d'un plan d'action, et on est en train, pour 2016, de mettre en place ce plan d'action. Vous avez probablement entendu parler de l'Energy Union, c'est-à-dire l'Union de l'énergie, qui a mis en avant 4 priorités, vous les avez ici, hein, donc garder à l'Europe, ou en tout cas faire prendre à l'Europe un leadership sur les technologies des énergies renouvelables. C'est pas banal hein, que de le dire, on ne l'a pas forcément, hein, a priori, donc c'est une volonté européenne que de le faire. Faciliter l'implication des utilisateurs, c'est-à-dire que l'aspect sociétal et culturel et comportemental est essentiel pour pouvoir développer une technologie bas carbone dans le futur. Développer des systèmes énergétiques efficients et essentiellement dans le parc immobilier, vous avez compris, hein, ça représente en France 42% de la consommation d'énergie finale, donc c'est un point important. Et puis le transport, qui est le complémentaire, où là on a pratiquement le 3/4 de la consommation finale. Donc ces éléments-là sont très compréhensibles et applicables en franco-français. Donc une nouvelle version de ce 7 plan qui s'appelle maintenant l'Integrated 7 plan a été mise en place en septembre, ce septembre, et elle donne un poids très important à 2 entités, ce qu'on appelle la plateforme technologique ETIP, là, donc European Technology Innovation Platform. Mais c'est une plateforme virtuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une plateforme technique où vous allez avoir des démonstrateurs ou des choses comme ça. C'est une plateforme plutôt qui ressemble à une assemblée d'experts qui vont être en capacité d'émettre un avis. La deuxième plateforme, c'est l'ERA, et qui, elle, a à la fois ce rôle de conseil, mais aussi ce rôle d'acteur de recherche. Donc c'est quelque chose d'important dans ce domaine. Alors que dit cette nouvelle version du 7 plan? Elle décline un peu ce qui était dans l'Energy Union, c'est on doit être le numéro 1 dans l'énergie renouvelable. Bon. On doit être près du consommateur, on doit avoir des systèmes efficients du côté énergétique, le transport.
essayer d'avoir une forte ambition sur le stockage et l'utilisation du carbone, sous-entendu du CO2, hein, donc c'est bien là. Et puis, le sixième, mais pas le moindre, en tout cas pour la France, c'est augmenter la sûreté dans l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire fait partie de ce domaine. Alors tout ça a créé finalement un besoin dans les différents pays de l'Europe de créer des alliances un peu miroirs en fait de l'ERA. Et vous voyez, j'ai cité ici avec ces bulles les alliances qui ont déjà été créées. La première en 2009, c'est-à-dire un an après 2008, c'est l'ANCRE, dont je vais parler, hein, c'est la française. Mais il y a aussi quelque chose d'équivalent en Espagne, il y a la même chose en Angleterre, il y a la même chose en Italie, un peu plus récemment en Pologne, et puis côté Pays-Bas et Belgique. Et donc je passe à ma troisième partie, qui est l'Alliance française, donc l'Alliance nationale de coordination de la recherche en énergie. Donc l'ANCRE, bon, ça a été trouvé comme sigle. On espère que ce n'est pas pour immobiliser le travail de recherche, hein, au contraire, mais au moins pour l'accrocher fermement à quelque chose. Il faut savoir que l'Alliance ANCRE française coordonne et renforce l'efficacité des recherches sur l'énergie menées par les organismes publics nationaux, mais à contrario de l'ERA, n'est pas un acteur de recherche. Ce sont les organismes qui sont dans l'ANCRE qui sont les acteurs de recherche. Donc vous voyez 4 partenaires fondateurs, vous les reconnaissez tous, en tout cas peut-être pas bien de loin la conférence des présidents d'universités. Donc c'est les universités qui sont ici. Hein. Donc le CNRS, le CEA et l'IFPEN. Donc il y a 15 partenaires associés et puis il y a les 14 clusters technologiques. Donc vous voyez, on est à une trentaine de partenaires. C'est quand même beaucoup plus gérable que les 163 de l'ERA. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile en tout cas à gérer et à gouverner. Donc l'ANCRE fait une large part aux visions stratégiques communes, donc à partir de l'expertise des différents partenaires. On a élaboré des scénarios dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, hein, le DNTE. Donc je vais vous donner un exemple. Et c'est un des éléments majeurs de conseils que l'on peut donner au gouvernement français. On participe aussi au choix des programmes scientifiques qui sont financés par l'Agence nationale de recherche, donc l'agence française. Donc, et en particulier, ces éléments-là permettent de distribuer intelligemment les finances sur des thématiques qui sont en cohérence, non seulement avec la stratégie française, mais aussi avec la stratégie européenne au travers de l'ERA. Alors, comment gouverne-t-on tout cela? Donc l'important, c'est toujours celui qui se réunit mensuellement, c'est le comité de coordination, donc, avec un certain nombre de membres. Là aussi, on a limité à une quinzaine de personnes donc, sur les 30, donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de collèges qui sont regroupés. Les agences de financement, donc l'ANR et l'ADEME, participent à ces réunions du comité de coordination, et moi-même, en tant que président de l'ERA, j'y participe. Donc il y a bien une coordination aussi bien au niveau de l'Europe que des finances que de la technique. Donc c'est un lieu d'échange particulièrement important. Alors l'ANCRE n'est pas organisé de la même façon avec les programmes conjoints comme l'ERA, mais à 3 blocs, en fait, qui s'appellent des groupes programmatiques. Donc un s'intéresse aux ressources, l'autre aux usages, et l'autre est transverse. Donc je vais rentrer un peu dans le détail par la suite. Alors qu'a fait l'ANCRE? Eh bien, elle a essayé de trouver les scénarios qui arriveraient en 2050 à réduire d'un facteur 4 les émissions de CO2, hein, 75% de moins en 2050, ce qu'a repris la loi promulguée en août. Et donc là, il y a un certain nombre de scénarios, il y a 3 scénarios, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces scénarios, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il y en a un qui s'appelle sobriété, l'autre diversité, l'autre électricité. Simplement, en haut et en bas, c'est 2 extrêmes, 0 nucléaire, 100% de renouvelable, ou 100% de nucléaire et 0 renouvelable, hein, pour schématiser. Pas tout à fait ça, mais c'est... Et puis entre les deux, il y a le divers, où on utilise tout. Dans le débat, il a été retenu 2 scénarios par le gouvernement, dont le scénario dit DIV de l'ANCRE. Donc ça montre que la contribution a été réelle et concrète donc, dans l'attribution. Alors vous voyez que ce scénario dit accélération de l'amélioration de l'efficacité énergétique, développement de combustibles à faible teneur en carbone, etc. etc. Bon. Qu'est-ce que ces scénarios prennent en compte? Déjà, ils sont très différenciés, hein, comme je l'ai dit.
Ça prend en compte l'hypothèse qui nous a été donnée d'emblée, c'est que la part du nucléaire dans le mix énergétique serait réduite de 75 à 50%. Alors, il est écrit en 2025, on va dire à l'horizon 2025. On n'est pas à quelques années près, parce que techniquement, c'est très difficile d'arriver à 2025 avec ce chiffre-là, aujourd'hui. Donc, à l'horizon 2025. Les énergies renouvelables en forte hausse, une élimination des centrales au fioul et au charbon, hein, sous-entendu les plus contributeurs aux émissions, aux bénéfices, parce qu'il faut bien accommoder l'intermittence ou la variabilité des énergies renouvelables en hausse, des turbines à gaz, qui elles émettent moins, comme vous l'avez vu. Le taux d'indépendance énergétique s'améliore un peu, il passe de 60 à 80%, ce qui n'est pas du tout, dans le contexte géopolitique mondial, quelque chose à ignorer. Et on atteint ce facteur 4, mais vraiment avec des avancées technologiques et sociologiques conséquentes, c'est-à-dire un changement de comportement et des ruptures technologiques dans les technologies de production d'énergie. C'est à chaque fois indispensable. Sinon, on n'arrive pas à ce scénario de réduction d'un facteur 4. Il faut au moins une rupture technologique pour pouvoir le faire. Alors évidemment, il y a toute une liste de possibilités, ça n'est que du possible. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'une continuation de recherche et de développement et d'innovation dans ce domaine pour pouvoir atteindre à l'horizon 2050. Donc c'est cette réduction forte des émissions de CO2. Alors il y a des exemples que vous connaissez, hein, les véhicules à moteur thermique à 2 litres au 100, bon, on pourra y arriver probablement. Là où il y a des choses plus difficiles, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, l'éolien offshore flottant, bon, probablement c'est faisable aussi. Donc on a un certain nombre de choses qui le sont. Le recyclage du CO2, c'est probablement quelque chose de plus difficile parce que la chimie, malheureusement, ne va pas nous aider beaucoup. Donc il faut vraiment trouver un mimétisme naturel pour pouvoir réussir à retransformer ce CO2 qui est une valeur sûre dans la stabilité, malheureusement chimique. Alors, quelques mots de comparaison pour en terminer entre l'ANCRE et l'ERA. Donc à l'ERA, nous avons 16 programmes conjoints. On est complètement en synergie avec les groupes thématiques, les groupes programmatiques de l'ANCRE. Vous voyez, si vous reprenez quelques thématiques, les 5 groupes ici, vous trouvez biomasse, bon, vous trouvez géothermie, énergie nucléaire, solaire, marine, hydraulique, éolienne. Bon. Sur les réseaux énergétiques, vous retrouvez aussi moyens de stockage, distribution. Sur les usages, là où on est un peu moins, je dirais, représenté du côté de l'ERA, on retrouve les transports, les bâtiments et l'industrie, un peu l'agriculture. Donc. Et puis il y a un groupe qui est le groupe que l'on peut identifier à l'ERA à celui qu'on appelle le 3S, c'est-à-dire le groupe plus économie sociétale et regarder les impacts environnementaux. Et si je surimpose donc avec ces petites bulles les programmes conjoints de l'ERA, vous voyez qu'il y a quand même une cohérence forte, pour ne pas dire parfois même une quasi-identité, dans le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, que nos chercheurs français qui travaillent dans le cadre de l'ANCRE et qui sont coordonnés au travers de l'ANCRE, apportent cette coordination au niveau européen pour la faire partager à l'Europe. C'est un peu dans ce sens que nous avons mis en place cette alliance française. Et puis, là encore, 9 des partenaires de l'ANCRE sur les 19 qui sont dans l'ANCRE sont impliqués dans l'ERA. Donc là aussi, on voit bien que l'échange se fait non seulement au niveau de l'alliance elle-même, c'est-à-dire des décideurs au niveau des comités de coordination, mais aussi au niveau des acteurs individuels qui agissent dans les programmes de recherche ou les programmes conjoints. Et voilà, je vais conclure sur des choses assez générales, mais que vous comprendrez aisément. Le développement des technologies bas carbone pour la production d'électricité est un enjeu mondial, donc c'est évident. Et c'est vraiment en lien avec la sauvegarde de notre planète. On va en parler dans les mois qui viennent, pratiquement tous les jours, si ce n'est toutes les heures, à la télévision. Des technologies de rupture sont nécessaires. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas en tête aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à tenir nos engagements si on n'a pas des ruptures technologiques. Et puis l'ANCRE et l'ERA peuvent et doivent contribuer à l'ensemble de cette problématique. Voilà. Merci.
Oui, bonsoir, Romain Provost, je suis de Centrale Énergie également. Vous avez fini sur les technologies de rupture, et je voudrais savoir si l'hydrogène, mais dans sa globalité, est étudié comme un vecteur possible qui peut apporter de fortes technologies de rupture. Alors j'ai vu qu'il y avait un groupe de travail sur fuel cells et hydrogène, mais je vois que l'hydrogène, de manière transversale, au moins sur papier, pour ce qu'on en dit, peut répondre à beaucoup d'aspects, à savoir comme vecteur de stockage pour l'énergie électrique. Vous avez aussi beaucoup parlé de la réutilisation du CO2, qu'on recherche si on, sur papier toujours, si on additionne hydrogène plus CO2, on peut refaire du méthane de synthèse, donc c'est le power to gas que certains étudient. L'hydrogène également peut permettre de travailler avec le groupe sur la partie système, le groupe le plus à droite, et de combiner l'ensemble, de combiner et d'intégrer l'ensemble des systèmes énergétiques. Alors voilà, je voulais savoir si l'hydrogène est considéré comme quelque chose de sérieux ou pas dans vos travaux. Je suis ennuyé pour répondre à votre question, mais je vais commencer peut-être par une anecdote personnelle. C'est qu'il y a 36 ans, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la production d'hydrogène, et ma première présentation à l'étranger, ça a été Hydrogen as an Energy Vector. Donc ça remonte à loin, et je suis moi-même convaincu encore aujourd'hui que c'est un excellent vecteur énergétique. La difficulté, c'est aujourd'hui de le produire à un coût qui soit relativement faible et compatible avec les émissions de CO2. C'est-à-dire, en fait, la méthanisation, à partir du méthane, c'est faisable, mais on n'a pas obtenu réellement ce qu'on cherchait en termes d'émissions de CO2. Donc, dans ce cadre-là, c'est difficile. Deuxième chose, on n'a pas attendu, beaucoup sont convaincus de l'intérêt, et on a même monté une plateforme en France. Alors, elle est en Corse. C'est la plateforme MIRT, et cette plateforme MIRT utilise déjà en système d'intégration l'énergie solaire, qui permet de faire fonctionner une électrolyse à haute température, donc avec l'eau, qui produit de l'hydrogène. Cet hydrogène est stocké. Quand cet hydrogène, on en a besoin pour reproduire de l'électricité quand il n'y a plus de soleil, on fait de la machine inverse, donc on a une électrolyse réversible, et on reproduit du courant pour pouvoir le remettre sur le réseau. Donc on est convaincu, c'est déjà une plateforme d'une belle puissance. Donc on le fait avec l'université de Corté, on le fait avec le CEA, le CNRS, j'en oublie peut-être quelques autres aussi, vous me pardonnerez. Mais donc ces éléments-là sont crédibles. Ensuite, il y a beaucoup d'exemples, et en particulier, nos amis allemands sont très en avance sur l'utilisation de l'hydrogène. Mais ils l'utilisent non pas forcément à partir d'électrolyse à vapeur d'eau, ou de l'eau liquide, je vais dire, mais surtout à partir de méthanisation. Et là, c'est un peu plus compliqué globalement pour le bilan carbone. Voilà, donc un peu moins. Alors, il y a une autre initiative à laquelle j'ai eu à participer un peu en tant que consultant ces dernières années, c'est dans la Manche. La Manche est un endroit où il y a un potentiel d'énergie décarbonée phénoménal. Bon, il y a d'abord le nucléaire avec Flamanville, et il y a aussi un potentiel hydrolien à venir sur lequel beaucoup de chercheurs travaillent et se disent, avec cette capacité de production d'énergie électrique décarbonée future, qui est très importante, et ils travaillent beaucoup sur les aspects hydrogène par derrière, et j'ai l'impression que la France n'encourage pas énormément ce type de recherche. Alors je ne sais pas si vous, 36 ans après votre thèse, vous avez dit que vous y croyez toujours, mais moi il me semble comme vous qu'il y a un potentiel énorme derrière autour de ce vecteur énergétique. Alors le potentiel existe, le potentiel est évalué régulièrement, et si ça n'a pas débouché précédemment, c'est une question de coût. Très clairement, il faut qu'on retrouve le marché, sinon si ça vaut 10 fois plus cher que ce dont on a besoin, ça ne marchera pas. Il y a un autre, on est en train de développer quelque chose aussi tout autour de Montélimar, donc avec un projet qui est le laboratoire Rhône-Alpes, je crois. Enfin, le sigle est un peu compliqué, donc je l'ai oublié, vous me pardonnerez. Là, on essaye de faire de l'intégration globale de toutes les énergies. C'est-à-dire que autour de Montélimar, il y a à la fois de l'hydraulique, du solaire, du vent, de la géothermie et du nucléaire. Et l'hydrogène est bien le vecteur qui peut être commun à tout cela pour faire du stockage. Du stockage qui peut être réutilisé pour pouvoir produire de l'électricité. Et là, on va démarrer, dans les mois qui viennent, quelque chose qui sera une réalité. Et on pourra alors peser l'intérêt technique, financier, les difficultés aussi que l'on peut rencontrer sur un exemple réel.
Donc, et en plus directement sur le territoire métropolitain. Donc oui, je pense qu'en France, on y croit de plus en plus, et c'est une bonne façon de pouvoir stocker, et vous l'avez vu, c'est une des problématiques les plus importantes aujourd'hui de stocker l'énergie, hein, parce qu'on a relativement peu d'autres moyens que de pomper de l'eau, de le monter et ensuite refaire descendre de l'eau des barrages dans les steppes. Oui, dans la bulle, vous avez mis gaz de schiste. Je sais qu'en France, on ne parle que de gaz de schiste, mais en fait, il faudrait dire hydrocarbures de schiste, parce qu'il y a autant de pétrole. Le bassin parisien, c'est du pétrole. Les États-Unis sont premiers producteurs en pétrole grâce au pétrole de schiste. Donc, il faut dire hydrocarbures de schiste, je pense. Alors, vous avez parfaitement raison. Le programme a été lancé il y a 4 ans. Donc, on est resté sur ce qui était assez polémique à l'époque, qui était le gaz de schiste, shale gas. Aujourd'hui, on pourrait lui changer de nom pour être plus collé à la réalité. Donc, et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez dû voir une publication qui est parue aujourd'hui. Toute la polémique sur le fracking, là, sur la fracturation hydraulique, a été expliquée par les universités américaines, et expliquant que en fait, ce n'était pas la fracturation hydraulique qui créait les problèmes environnementaux, mais en tout cas pour un cas, sur de simples fuites de produits chimiques à la surface qui sont tombés dans le trou. Oui, par exemple, vous savez, TF1 a montré le gars qui a allumé le gaz lampe. En fait, c'est pas du gaz de schiste, c'est du méthane. Parce qu'il y a un géologue français qui a son cabinet à New York et ici à Paris, c'est un docteur en géologie, et il aide les sociétés américaines à venir en Europe. Et il y a été sur place. En fait, c'est une veine de charbon et c'est du méthane. Enfin, c'est une supercherie. Oui, exactement. Et je crois que tout le monde l'a compris maintenant. Oui. Donc, mais sur le moment, tout le monde a été impressionné et l'a gardé dans l'esprit. Oui, voilà. Malheureusement. C'est une mauvaise image. On dit aujourd'hui hydrocarbures de roche-mère. Oui, Le terme exact, c'est ça. Exactement. Alors, c'est un peu long en anglais, donc shale gas. Bon. Oui, bonjour, pardon de vous reposer une question sur le gaz. Est-ce qu'il y a une concurrence sur le gaz naturel avec la chimie? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait se passer du gaz naturel pour le brûler et l'utiliser dans des processus chimiques? C'est l'objectif, hein. À partir du moment où on peut se passer d'utiliser le gaz et faire de la chimie sans cela, ça serait une excellente solution. C'est aussi vrai pour le pétrole, hein. Ce n'est pas uniquement vrai pour le gaz. Si on pouvait éviter de brûler le pétrole dans nos voitures pour un rendement qui est quand même pas formidable, et l'utiliser, parce qu'on en a quand même relativement peu de pétrole à long terme, l'utiliser pour faire de la chimie qui ne peut être faite qu'avec le pétrole, c'est la bonne solution. Il est clair que les gens ont compris cela. Par contre, c'est difficile à faire passer dans l'esprit de tous. Mais vous avez raison, bien sûr. Oui, Alain Argenson. Donc moi je voudrais revenir sur votre première présentation. Là, je suis intervenu un peu brutalement, mais d'abord, l'électricité, c'est jamais que 25% de notre consommation d'énergie. Donc on n'est pas obligé de se focaliser très fortement sur l'électricité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion que vous donnez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la regarder, l'étudier et trouver des solutions. Le grand problème, vous le savez, c'est quand même le chauffage et la voiture. Et là, sur le chauffage, je n'ai pas vu dans l'ERA de programme pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique, qui est un énorme chantier qui fonctionne très mal en France. Enfin bon, et pour lesquels probablement il faudrait trouver sûrement des procédés nouveaux. Quant à la voiture, bon, aujourd'hui, pour diminuer la pollution de diesel et de l'essence, on pense qu'il faudrait passer au gaz. Bon, mais il faut en produire aussi, on peut faire du biogaz, mais on ne produira pas tout le gaz nécessaire par du biogaz, donc c'est très compliqué. Et j'ai pas vu dans ce que vous avez présenté, véritablement, en dehors du problème de l'hydrogène que signalait Romain, j'ai pas vu ce problème du transport véritablement, et comment on fait cette rupture qui va être nécessaire. L'électricité en France, juste pour rectifier ce que vous avez dit,
la consommation d'électricité n'augmente plus depuis plusieurs années. Hein. Bon alors, est-ce qu'elle continuera sur cette voie? J'en sais rien, mais les efforts sont faits pour que ça aille dans ce sens-là, et toutes les études de RTE le montrent. Donc ça, c'était juste pour revenir un peu à ce que... Vous permettez de répondre sur ce point-là? Oui, si vous voulez, oui. Non, ma présentation, elle était à l'horizon mondial. On n'est pas sur la France. La France fait des économies sur l'électricité, on en fait tous tous les jours, hein, donc dans ce sens. Mais au niveau mondial, il est clair que l'électricité sera une demande en hausse, quelles que soient les économies que l'on pourra faire en France, voire en Europe. Donc c'est ça. Et la part d'électricité, aujourd'hui, les analystes sont catégoriques, va augmenter dans le futur. Ne serait-ce que parce que chacun va avoir son téléphone portable, il va être obligé de le recharger, il va avoir des éléments qui vont consommer globalement. Quand la Chine aura 1,4 milliard de téléphones portables, parce que chacun le voudra comme nous en France, ça fera beaucoup d'électricité nécessaire supplémentaire. Donc même si la part en France continue à stagner, hein, pour voir peut-être un peu décroître dans le futur, ça reste quelque chose qui globalement, mondialement, restera très élevé et en augmentation. Aux États-Unis, il n'y a pas un gisement important d'économie par rapport à leur masse énorme de consommation? Ouais, vous avez vu le schéma, hein, ils sont à 6,5 TEP par habitant, alors que la moyenne, nous, on régresse, on était à 4, on est passé à 3,8, et on va baisser encore, hein, donc, en termes d'énergie, et on estime que la valeur correcte est aux alentours de 2,5. Donc la réponse est clairement oui. Les États-Unis ont à faire un effort énorme. Mais là, je ne vous ai cité que les grands pays. Il faut voir aussi qu'il y a un biais dans la présentation quand on divise par le nombre d'habitants. Si vous prenez le Qatar, vous prenez les pays du Golfe, vous ne trouvez pas 6, vous trouvez 18, 20 TEP par habitant. Mais ça ne correspond pas à une réalité qui a un poids mondialement parlant. Donc c'est aussi ce poids-là qu'il faut avoir. Oui, bon, vous dites que la consommation d'électricité va augmenter. Je suis d'accord avec vous dans un certain nombre de pays. Mais la consommation de produits pour la voiture et pour le chauffage va aussi augmenter. Quand vous comparez l'Inde et la Chine, vous comparez deux systèmes climatiques totalement différents. Donc il est quand même un peu normal que la Chine consomme plus pour le chauffage que l'Inde. Bon. Donc de ce côté-là, c'est vrai que l'électricité va augmenter, mais ces produits pour la voiture vont aussi augmenter considérablement, et peut-être beaucoup plus vite que l'électricité. Et le chauffage, quand vous allez en Chine, si vous allez en Chine, il y a encore beaucoup d'endroits qui sont peu chauffés. Donc le confort que veulent les Chinois va conduire à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder l'électricité, hein. Mais je veux dire, ça me semble un peu réducteur de mettre l'électricité en premier. C'est bon, voilà. Alors, je continue à dire que l'électricité sera un vecteur important. Hein, je reprends le mot vecteur comme hydrogène, mais ce n'est pas le seul, hein, évidemment. Le gaz, n'oubliez pas, il est un contributeur, certes réduit, mais toujours aux émissions de CO2. Et clairement, l'électricité peut être aussi très mauvaise selon la façon dont on la produit. Il est évident qu'une électricité en Pologne, où c'est produit avec 90% de charbon, ou en Allemagne, c'est pas du tout pareil que quand on la produit en France, où il n'y a que 5% venant du combustible fossile, et 95% propre, c'est-à-dire sans émission de CO2. Donc l'électricité n'est pas une panacée, vous avez raison, c'est un élément important dans le raisonnement. Par contre, les voitures au gaz, aujourd'hui, à part les voitures à hydrogène, et l'hydrogène produit de façon propre, c'est-à-dire à partir du renouvelable ou du nucléaire, là c'est un bon moyen. Voilà, c'est dans ce sens. Non, mais vous n'avez pas cité la Poste en particulier, qui fait une expérience dans le Jura, qui a équipé ses véhicules de piles à combustible, et qui fait une expérience, alors je ne sais pas où ça en est, de les recharger à partir de panneaux photovoltaïques. Tout à fait, mais le CEA est complètement impliqué, puisque c'est lui qui a produit les éléments. Donc, oui, je connais. Oui, bonsoir, Augustin Miral. Bonsoir. Je voulais savoir si, dans quel cadre est-ce que vous interagissez également avec des laboratoires privés, de grands groupes de recherche, de grands groupes dans l'énergie, par exemple, etc. En fait, ces laboratoires de recherche privés sont directement
ont un accès direct à l'ERA, hein, l'Alliance européenne. Dedans, il y a les industries, hein, il y a les laboratoires qui peuvent rentrer dans l'Alliance sans difficulté. Simplement, vous avez compris, la règle du jeu, c'est que pratiquement tout le temps, c'est l'apport financier du laboratoire qui vient mettre en commun avec d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir à l'ERA en espérant gagner de l'argent par la Commission européenne. On ne vient pas chercher de l'argent là. On vient mettre en commun pour faire moins et avoir plus de résultats. Pour faire moins nous-mêmes, dépenser moins d'argent dans la recherche et d'avoir un accès à des résultats plus vastes. Parce que grâce aux partenaires. Donc voilà les éléments. Alors il y a un autre aspect pour être... parce qu'en général, le laboratoire privé cherche plutôt à être un peu plus applicatif, hein, donc vers des TRL plutôt entre 5 et 7, 8 et un peu moins comme l'ERA. Et là, cette introduction de ce facteur-là est plutôt favorable dans ce qu'on appelle la KIC Innoénergie que j'ai cité, donc qui est un autre outil de l'Europe. J'y suis aussi, moi, vice-président du conseil de surveillance. Et donc là, il y a des possibilités pour les labos privés de proposer des programmes, des projets d'innovation qui, eux, sont financés à 100% par cette KIC Innoénergie. Et j'ai donné l'ordre de grandeur du budget, c'est 80 millions d'euros par an dans ces domaines. Et là aussi, c'est accessible. Alors, pour la KIC Innoénergie, c'est moyennant une cotisation de rentrée qui n'est pas négligeable. On va dire c'est de l'ordre plutôt de la centaine de kilos euros par an, hein, quand même. Alors que l'ERA, c'est 1000 ou 2000 euros. Hein. Enfin, c'est les ordres de grandeur. Il y a en France un certain nombre de pôles de compétitivité qui sont dans le domaine de l'énergie. J'ai vu sur un de vos slides, évidemment, l'interface avec l'ERA. Est-ce que vous pouvez mieux préciser les relations, les objectifs, les financements, les intérêts réciproques, puisque les pôles de compétitivité, c'est quand même des acteurs a priori importants dans le domaine de l'énergie, de la recherche énergétique. Acteur incontournable, hein, bien sûr. Alors il y a essentiellement deux pôles dans le domaine de l'énergie, hein, c'est Cap Énergie et Tenerdis. Alors, il y a aussi le PNB Bourguignon, hein, mais ces clusters là, qui sont une association essentiellement de PME et petites et moyennes entreprises et PMI, hein, petites et moyennes industries, sont en lien direct avec les acteurs. En particulier, les acteurs, là on parle franco-français, hein, on est sur l'encre, donc en termes d'alliance, donc ils sont directement en lien, et tellement en lien que souvent certains directeurs, je ne vais pas globaliser, certains directeurs de centres de recherche publics sont directement impliqués dans ces clusters technologiques. Hein. Donc Cap Énergie, c'est le cas, le directeur du centre de Cadarache et le président de Cap Énergie, par exemple. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un lien à la fois par le travail qui est mené en continuité entre la recherche et l'industriel qui peut l'appliquer, et aussi dans la gouvernance. Donc oui, le lien est fort. Oui, alors j'ai une autre question totalement différente, c'est plus sur l'hydrogène, c'est sur les smart grids, mais parfois ça peut être un peu lié. J'aimerais savoir ce que vous faites en termes de recherche dans un TRL 2.5 sur les smart grids, parce que moi je vois bien les smart grids dans beaucoup de sociétés, chez Alstom, chez Schneider, etc., qui font plutôt de la recherche de solutions, et de solutions appliquées sur des optimisations de consommation d'énergie électrique, c'est ce que fait aussi EDF, etc. Mais vous, comment se situe votre recherche dans vos TRL? Voilà. Et essentiellement, constitution des bases de données. Parce que dans ces différents éléments, il faut d'abord savoir d'où on part. Alors, c'est important de savoir où on va, mais d'abord de savoir où on part. Et en fait, la constitution des bases de données, c'est-à-dire c'est de l'instrumentation et l'accumulation d'informations pour pouvoir ensuite après développer des scénarios et développer quelque chose qui est hyper complexe. Donc c'est multiparamètres, donc il faut essayer d'abord d'avoir les bonnes valeurs des différents paramètres et après essayer de mixer au mieux pour obtenir le résultat final qui est une moindre consommation, une meilleure efficacité, etc. Donc c'est essentiellement dans ces domaines-là qu'on fait des propositions à la fois vis-à-vis des capteurs et vis-à-vis de l'organisation des constitutions des bases de données. De l'analyse de big data à ce moment-là. Pas spécialement big data, mais c'est de l'analyse déjà de
du fait de mesurer, de faire une mesure, et ensuite de l'analyse de la mesure. Bonjour, Sébastien Skinella. J'étais aujourd'hui au salon World Efficiency à Porte de Versailles et j'entendais notamment les industriels qui parlaient de taxe carbone, notamment Monsieur Bouygues. Justement, ça rejoint la question du bâtiment que posait le monsieur tout à l'heure, puisque Monsieur Bouygues se dit être en avance d'un point de vue qualité environnementale des bâtiments qu'il vend. Et donc, pour pousser justement les personnes à aller vers des bâtiments plus performants, il souhaitait la mise en place d'une taxe carbone. C'est également le cas de M. Roux de Bézieux, par exemple, vice-président du MEDEF, qui disait ça. Ma question, c'est d'un point de vue européen, si la taxe carbone se met à l'échelle européenne, est-ce que vous, l'ERA, ne pourriez pas pousser justement pour promouvoir les projets de recherche et pour financer surtout les projets de recherche avec cette taxe carbone? Alors, comme on l'a dit et comme vous l'avez bien relevé, le résidentiel, les maisons, c'est essentiel. 42% de la consommation finale en France, c'est énorme, c'est le plus gros morceau. Donc c'est là où il faut faire le plus gros effort. C'est aussi là que du côté de l'encre, on fait beaucoup d'efforts, en particulier avec le CSTB, qui est l'organisme labellisateur dans ce domaine. On fait, je vous ai montré la petite photo de la maison intelligente, la Smart House, que nous avons à l'Institut national de l'énergie solaire. C'est bien pour tester en fait tous les matériaux que l'on peut mettre à l'extérieur des maisons ou à l'intérieur, mais en tout cas pour rénover l'ancien, c'est surtout par l'extérieur et avoir les meilleurs composants, les plus efficaces possibles aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut constater que le résultat n'est pas très bon. On peut faire mieux. Quand on achète une maison ou un bâtiment HQE, haute qualité environnementale, bon, on sait ce qu'on achète sur le papier. Quand on fait les mesures a posteriori, parfois, c'est pas tout à fait aussi performant qu'on l'espérait. Donc voilà. Donc oui, il y a un gros effort dans ce domaine qui est fait. La taxe carbone, vous avez vu la position de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui a dit qu'elle était favorable, elle l'a dit au colloque de l'Union française de l'énergie la semaine dernière, lors début de semaine. Elle est favorable, et en plus elle est favorable à lui mettre une valeur élevée par rapport au marché. Aujourd'hui, elle ne vaut rien, c'est quelques centimes. Pas centimes, quelques euros, on va dire. Bon, il faudrait la monter aux alentours de 100 euros la tonne pour que ça soit quelque chose qui ait un impact réel sur l'économie de marché que nous avons. Et cela, aujourd'hui, la ministre française, le gouvernement français y est favorable. Au niveau européen, évidemment, il est très difficile d'obtenir un avis convergent. L'Allemagne n'y est pas favorable, la Pologne, comme je l'ai cité pour les raisons qu'on comprend, n'y est absolument pas favorable. Donc, c'est quand même pas simple. Alors, de là à votre idée, que j'entends bien, que de subventionner les recherches dans ce domaine grâce à cette taxe carbone très élevée qu'on pourrait mettre en place, on n'y est pas encore. Alors, peut-être que la COP21 va pouvoir donner une impulsion dans ce sens, dans le futur. Mais de toute façon, cette taxe carbone ne pourra pas être universelle, elle sera forcément par région. C'est ça aussi qu'il faut avoir bien en tête. Ça peut être peut-être sur l'Europe ou quelque chose d'un peu plus petit que l'Europe, par exemple. On va subventionner la recherche, y compris les infrastructures nécessaires derrière en construction, si on peut développer une serverie, des choses comme ça, mais on ne peut pas le faire seul. Non, voilà, parce que on aura un problème de compétitivité. Ah, la Suède l'a fait tout seul. Question. Bonsoir, Loïc Corata. J'aurais deux questions. Ma première question va porter sur l'agriculture. Comme monsieur, je suis convaincu qu'il n'y a pas que l'électricité qui rentre en jeu, dès lors qu'on parle surtout d'émissions de CO2. L'agriculture, c'est certes 2% de la consommation énergétique, mais tout le monde connaît le chiffre, 20% des émissions. Voilà, je voudrais avoir plus de détails sur vos programmes de recherche sur ce plan-là. Ma deuxième question porte sur les systèmes électriques. Vous avez évoqué le besoin d'avoir des technologies de rupture, et moi je voudrais évoquer quelque chose qu'on pourrait appeler des modèles de rupture. On sait très bien que aujourd'hui les systèmes électriques sont principalement centralisés. Il y a des raisons historiques à cela, notamment les modes
le type d'énergie primaire qu'on utilisait pour produire l'électricité. Aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que votre réflexion prend en compte des schémas plus décentralisés de systèmes électriques? Alors, sur l'agriculture, effectivement, l'impact 2% et le 20%, je confirme, hein, c'est bien les valeurs qu'on a tous en tête. Nous ne faisons pas, nous, en tout cas au niveau européen, de travaux de recherche dans ces domaines. Voilà. En franco-français, c'est au travers de l'encre, on en parle un peu, mais c'est surtout le domaine de l'INRA qui est l'acteur essentiel dans ce domaine. Mais il n'y a pas en fait un partage réel de recherche et développement sur cette thématique. Non pas que c'est pas intéressant, la question n'est pas là, c'est que c'est pas forcément facile à aborder, y compris sociologiquement, politiquement, ce domaine. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de fait. Sur le fait d'avoir une version différente dans le futur entre une production centralisée en 19 points, hein, vous savez, c'est 19 grosses centrales nucléaires qui produisent l'électricité de façon majoritaire, plus d'autres hein, évidemment, mais c'est cela. Il est clair que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, que de pouvoir avoir une décentralisation qui peut aller très loin. On a tous entendu parler, certains maires mettre en avant aujourd'hui l'autarcie de production et de consommation d'électricité dans leur commune, dans leur agglomération. Alors, quand on discute un peu plus, et c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de Montélimar tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on va essayer de tester en grandeur réelle, sur une agglomération qui n'est pas simplement 50 ou 100 habitants, mais une agglomération de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et pour voir quelles sont les contraintes, est-ce qu'il y a une possibilité, peut-on couper le fil électrique qui relie tout le système, hein, plutôt la ligne haute tension qui arrive d'une centrale nucléaire à côté par exemple. Donc tout ça c'est quelque chose que l'on prend en compte. C'est tout l'enjeu des smart grids et des smart cities. Hein. Tout ce travail-là est d'essayer d'adapter quelque chose qui va avoir une forte intermittence et une forte délocalisation à quelque chose qui ne va pas faire tomber le réseau électrique et avoir la panne noire que personne ne veut. Donc c'est bien cet enjeu-là. Et je reviens sur les questions précédentes sur qu'est-ce qu'on fait sur Smart Grid. C'est aussi d'avoir les bases de données, les données réelles pour pouvoir trouver les parades et les solutions à cela. Ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui d'accommoder par exemple le solaire, qui est encore moins prévisible que l'éolien. Aujourd'hui, l'éolien est relativement prévisible, surtout quand on met les éoliennes dans un champ de vent offshore, c'est-à-dire en mer, où là c'est relativement stable. Mais le solaire, il suffit d'avoir un nuage. Vous savez que prévoir les nuages, parfois, y compris dans le sud de la France, on ne prévoit pas vraiment. Prévoir le nuage qui va occulter temporairement et faire passer vraiment avec une chute colossale de production du solaire en peu de temps, ça c'est difficile. C'est difficile à accommoder. C'est d'autant plus difficile, j'ai un exemple en tête, c'est le sud de l'Allemagne comporte beaucoup de panneaux solaires. Et aujourd'hui, l'électricité qui est produite en Allemagne, certains jours, ne sert pas aux Allemands. Elle ne sert qu'aux Italiens, aux Suisses et aux Français. Parce que ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à le prévoir, à réduire par ailleurs, et ils sont obligés d'exporter à vil coût, hein, à coût négatif d'ailleurs, ils vous donnent l'électricité, ils vous donnent l'argent en plus, parce que pour pouvoir accommoder. Et c'est vraiment un enjeu colossal. Hein. Et là, on a besoin en particulier, donc, comme je le disais, de bases de données, mais aussi d'informatique pour pouvoir réagir en temps réel sur toutes ces composantes. Mais sur l'Allemagne, en fait, c'est parce qu'il y a une obligation d'achat que le solaire donne sans limitation. Les nouveaux c'est un problème de réglementation. Oui, les nouveaux mécanismes qui doivent se mettre en place de marché plus prime, et en Allemagne ça va être la même chose, ont pour but effectivement de réguler d'une certaine manière cette déficience. Ouais, il faut utiliser le mot. Mais bon, qui se produit aujourd'hui, mais qui va forcément petit à petit se régulariser. Alors, et j'avais moi une question parce que le micro. Vous n'avez pas le micro, quelqu'un Alain. J'en ai une aussi. Alain, le micro. Pour que tout le monde t'entende. Sur le marché. Bonsoir. Parmi les programmes que vous gérez, est-ce qu'il y en a certains qui se détachent déjà?
Est-ce qu'il y en a qui risquent d'avoir des résultats spectaculaires dans un avenir proche? Oui, sur le photovoltaïque et sur le solaire globalement. Hein, sur le photovoltaïque et sur ce que j'ai évoqué, le solaire à concentration. Oui, on a des progrès sérieux sur les matériaux, sur globalement les moyens de produire avec des rendements plus élevés. Par exemple, puisque j'ai parlé beaucoup du solaire à concentration, je parle maintenant du photovoltaïque. Donc les panneaux solaires, on a mis au point, grâce aux recherches à l'encre et puis le lien avec les rats, donc ce qu'on appelle l'hétérojonction, donc un moyen très efficace qui a un record mondial aujourd'hui de rendement, de transformation de l'énergie solaire en énergie électrique. Donc oui, on a déjà des résultats concrets qui permettent aujourd'hui d'aller plus loin et de dessiner l'usine qui produira l'équivalent d'1 gigawatt de panneaux solaires. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire où c'est, parce qu'il y a 2 pays qui sont en concurrence, mais en tout cas c'est en Europe. Donc c'est bien reprendre la possibilité de réindustrialiser, c'est une technologie de pointe, donc sur la fabrication des panneaux solaires, en évitant d'aller acheter des panneaux de piètre qualité en Chine. Et avec un emploi qui n'est pas en Europe. Oui, je voulais justement poser une question un peu complémentaire. C'est est-ce qu'on peut avoir sur le site ou en ligne quelque part des résultats justement des programmes ERA ou encre? On a un site qui est era.eu, il a été noté dessus. On n'a pas forcément beaucoup de résultats aussi pratiques que ceux que je vous donne là maintenant. Donc je ne suis pas sûr. J'ai mis en place des faits marquants qui ont lieu tous les mois où on va faire en quelques lignes, quelques éléments en disant le rendement de l'hétérojonction et le record mondial aujourd'hui, c'est telle valeur. Et on l'a obtenu la semaine dernière. Voilà. Non, on n'a pas encore aujourd'hui quelque chose qui est l'équivalent d'une publication que l'on peut consulter sur le domaine. Et encre, il y a un site pour encre? Ça fait partie d'un site aussi? Un site aussi. Oui, vous tapez encre, vous trouverez facilement. Okay, merci. Il y a aussi un site. Bon, on va peut-être prendre 1 ou 2 questions. Ah, il y a pas mal de mains qui se lèvent là. Ouh là là. Oui. Donc on va parler à l'échelle européenne, à l'échelle française. Est-ce qu'il y a aussi des cousins ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Asie, etc. Et à quel stade en sont-ils de leur côté? Est-ce qu'il y a des interactions justement entre l'Europe et entre les associations européennes et les associations ailleurs? Oui, on a des interactions, mais c'est des interactions où il y a une difficulté d'échanger la propriété intellectuelle. C'est clair. Hein. Donc on a des interactions fortes avec les États-Unis. Donc, en particulier les liens avec le DOE américain, le département de l'énergie qui travaille dans ces domaines. On n'a pas vraiment de labo commun, hein, donc on s'arrête à échanger, à discuter sur les brevets que chacun des deux peuvent prendre de part et d'autre. On a aussi beaucoup d'activités avec l'Inde, par exemple, sur des thématiques données, ciblées, donc particulières. On reste relativement en autarcie, il faut être clair. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que vous avez vu le mode de financement. Le mode de financement, c'est chacun des pays qui apporte son financement venant de ces agences de financement nationales, et on le partage entre l'Europe, et avec simplement une petite cerise sur le gâteau qu'apporte la Commission européenne, de l'argent qui est notre contribution aussi européenne. Donc ça reste relativement fermé dans ce domaine. Il y a des pays associés à l'Europe, hein, donc dans les 26 pays qui constituent l'ERA, il n'y en a que 23 de la communauté européenne, mais il reste derrière la Suisse, la Turquie, la Norvège et la Finlande, je me trompe. Enfin, donc il y a d'autres pays qui sont dans le voisinage immédiat et avec qui on partage, mais ça ne va pas au-delà aujourd'hui. Oui. Bonsoir, Franck Édition d'Athéna Conseil. J'aurais 2 questions, s'il vous plaît. La première concerne la biomasse. Donc la biomasse a un potentiel énorme en France, notamment forestière. Et c'est surtout là-dessus que portera ma question. Il y a un accroissement régulier chaque année. Donc la biomasse continue à augmenter, elle est peu exploitée. Sur la transformation de biomasse forestière en biogaz, en biométhane, aujourd'hui, elle a un rendement qui est assez mauvais. Est-ce que vous travaillez là-dessus?
C'est ma première question. Et est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la partie sociétale, sur la partie compréhension des besoins, aval, sur laquelle vous travaillez également, s'il vous plaît? Donc, sur la première partie, oui, la biomasse présente un gros avantage par rapport aux deux autres énergies renouvelables que sont l'éolien et le solaire, c'est que elle peut être permanente. Il n'y a pas d'intermittence si on le choisit. Aujourd'hui, le rendement n'est pas excellent, comme vous l'avez dit, et le travail que l'on fait est essentiellement pour utiliser des techniques qui conduisent à quelque chose qui est neutre en carbone et qui donne un matériau qui peut être utilisé. Alors, un exemple précis, nous avons monté une plateforme qui s'appelle Saint-Dièse, donc qui est dans la Haute-Marne Beuse aujourd'hui, qui est un projet où on prend le résidu forestier. Parce que vous dites, la biomasse est abondante, oui et non. Oui, parce que si on va chercher le résidu forestier, c'est-à-dire celui qui n'est pas utilisé pour faire les meubles, en clair, le tronc, on le laisse, et ça, c'est un objet qui peut être utilisé pour faire autre chose que de l'énergie. Mais si on va chercher le résidu forestier, on peut le transformer en CO plus H2 par Fischer-Tropsch, et on arrive à avoir, par exemple, un biofuel ou un kérosène pour avion. Donc ça, on a monté une plateforme, un début de plateforme en tout cas, pour faire cela. Mais on a eu une levée de bouclier, très clairement, autour de la région, en disant, mais non, le résidu forestier, il n'est pas si abondant, et on ne peut pas produire des grandes quantités de biofuel, donc avec les résidus que vous avez autour. Et il y a un deuxième problème, c'est le problème économique. C'est que certes la biomasse elle existe, même si elle n'est pas très abondante, elle existe, mais il faut aller la ramasser, il faut l'amener, et ça coûte très cher. Donc il y a l'aspect économique qui est aussi à bien prendre en compte. Aujourd'hui, notre plateforme qui était prévue pour 25 000 tonnes par an donne un prix qui est un facteur 2 par rapport au prix que l'on cherche à viser pour être économique, en tout cas commercialisé. Il y a quand même une limitation dans ce domaine, donc clairement. Et la deuxième, c'était... Alors, sur l'aspect sociétal, je ne sais pas bien répondre, parce que en fait, le comportement des individus en société n'est pas facile à vraiment mettre en équation. Et aujourd'hui, on est aux prémices en fait de ces éléments à prendre en compte. On raisonne plus en termes d'impact que de modification ou de rupture sociologique ou rupture comportementale. Ça, on ne sait pas bien le modéliser. Par contre, l'impact, savoir si quelqu'un va accepter qu'en rentrant chez lui, il branche sa voiture électrique à la prise de courant et que elle décidera, ou c'est l'ordinateur de la maison qui décidera quand elle le chargera, ça, faut voir si c'est acceptable. Parce que si la personne va repartir une demi-heure après et que la batterie est à plat, ça ne marchera pas. Voilà, c'est le genre de schéma qui est difficile de mettre en avant et de modéliser. Ça peut se faire. Il y a des marchés qui ont été créés qui n'existaient pas avant. Le marché, j'ai parlé du smartphone, du téléphone portable. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Personne n'avait besoin de ça. Enfin, on en rêvait tous, mais personne ne l'avait. Aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir continuer à travailler si on n'a pas cet engin-là dans la poche. Donc c'est un changement comportemental total. Bon. Bien, peut-être une ou deux questions s'il y en a encore. Sinon, on va remercier. Oui, il y en a encore. On va en prendre deux. Rebonjour. Oui, sur le chauffage, vous avez parlé de rupture technologique, mais et en même temps de la difficulté de mesurer le véritable résultat. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de matériaux en fait d'isolation aujourd'hui qui existent. Donc, où est-ce que l'ERA peut intervenir en matière de recherche? Et plus globalement, en fait, est-ce qu'on peut avoir un chiffre très, très sommaire, mais enfin qui donne une idée? Parce que le chauffage, c'est quand même une production de chaleur, donc par rapport, je dirais, aux besoins réels et par rapport à ce qui est produit comme chaleur, est-ce qu'on sait combien on pourrait gagner en fait en pourcentage? Alors, pour être un peu plus précis, vous avez vu, il y a un groupe, un programme conjoint qui travaille sur l'énergie efficiency, donc l'efficacité énergétique, mais sur les procédés industriels. Donc l'ERA, en tant que tel, ne travaille pas
sur l'efficacité énergétique, sur directement les matériaux et autres. On l'a au travers de, comme je le disais, smart cities ou enfin des valeurs plus globales. Donc on ne fait pas de développement, on ne fait pas de recherche au niveau européen, en tout cas au sein de l'Alliance, sur des matériaux beaucoup plus performants, beaucoup plus isolants, etc., etc. Donc on ne peut pas donner de valeur précise là-dessus, c'est pas un domaine qui a été considéré comme prioritaire par les acteurs de l'ERA. Alors ça peut être contestable, hein, je ne conteste pas moi-même. A contrario, comme je le disais, l'ANCRE en franco-français s'intéresse à ces aspects-là, et le développement se fait au travers du CSTB, hein, du Centre technique du bâtiment. Et c'est eux qui font le maximum, qui ont les meilleures données et essayent d'avoir les meilleures ruptures, les meilleures avances technologiques dans ces domaines. Après, sur quel est le gain que l'on peut espérer, un gain de 50% n'est pas irréaliste. Donc c'est l'ordre de grandeur qu'on peut avoir en tête. Mais après, il faut affiner. Bien, ben je crois qu'on a fait le tour. Non, il y a encore une question. Dans le groupement gaz de schiste, est-ce que BP, Shell, Total y participent? Oui, il y a des acteurs industriels. Je n'ai pas forcément tous les noms. Je peux vous dire que du côté français, j'ai obtenu l'autorisation de notre ministre pour que la France puisse participer à ce programme conjoint. Donc il y a un institut renommé français qui participe à ce groupe de travail. Voilà. Donc un institut compétent. Voilà. Alors une toute petite dernière. Hein. Oui, j'ai cru ne pas voir EDF en fait dans votre liste, ni pour l'ERA ni pour l'ANCRE. Est-ce que je me suis trompé ou... Oui, parce que l'EDF est plutôt un acteur industriel qui n'est pas dans les TRL entre 2 et 4 dans ces domaines. Donc EDF n'est pas directement dans l'ANCRE. Par contre, EDF est partie prenante dans la Kikino Énergie, c'est-à-dire sur les TRL entre 5 et 7 et 8. Donc EDF est là. Donc sur plus près du marché. Voilà, plus près du marché. Bon, ben, il nous reste à remercier beaucoup Monsieur Bernard, c'était très intéressant. Merci.